Bonsoir à tous. Alors, je vous propose qu'on débute. Il est 18h07-8. Du coup, je vais vous laisser introduire Karine Petit, maire du 14e, qui sera suivie de Yann Brossat, adjoint à la maire de Paris en charge du logement, de l'hébergement d'urgence et de la protection des réfugiés. Je vous laisse la parole tout de suite. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors, oui, moi, je suis Karine Petit, je suis la maire du 14e arrondissement. Je suis accompagnée de mon adjointe en charge du logement, de l'urbanisme, qui est Agnès Bertrand, voilà, qui est aussi parmi nous. Nous, dans le 14e arrondissement, normalement, on aime bien accueillir les gens dans une salle, les voir en vrai, etc., etc. Et on aurait tellement voulu faire cette réunion en vrai sur le site même du futur quartier Saint-Vincent-de-Paul. Bon, malheureusement, on se voit autour d'un écran, mais l'essentiel, c'est le fond du projet. Et avec Yann, je pense, en tout cas, moi, au nom de toute l'équipe municipale, on est très heureux de l'aboutissement de cette première étape du projet, de cette nouvelle forme de propriété à Paris. On croit beaucoup à ce nouvel outil de politique publique du logement pour développer un outil de plus dans un objectif de développer le logement abordable à Paris et particulièrement dans le 14e arrondissement sur ce merveilleux site chargé d'histoire de Saint-Vincent-de-Paul. Et puis, on souhaite bien prolonger maintenant sous cette mandature cette histoire en redonnant à nouveau une vie après les grands voisins avec des habitants, voilà, des habitants de la vie en vrai, de la ville en vrai, avec des services publics, des équipements publics et avec notamment ceux qui seront les futures habitantes, les futurs habitants de cette nouvelle forme de propriété et de logement qui va participer à lutter contre la spéculation foncière, au logement cher, à la ville chère. Voilà. Et donc, on est très heureux. On espère que vous serez aussi enthousiastes que nous, que nous le sommes. Et les équipes formidables à la fois de la foncière de la ville de Paris et de Paris Métropole Aménagement vont vous présenter mieux que nous ce dispositif. Et je suis très contente avec Agnès Bertrand et de laisser la parole à Yann Brossat, qui a aussi beaucoup œuvré pour créer cet outil et faire en sorte que cette première opération à Paris ait lieu ici à Saint-Vincent-de-Paul, dans le 14e arrondissement, rive gauche, parce que nous, on croit beaucoup à la rive gauche en tant qu'élu du sud de Paris. Voilà. Donc, je ne serai pas beaucoup plus longue et on reste parmi vous et avec vous pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions et de vos envies et de vos questions, voilà, de manière générale. Merci beaucoup pour votre présence nombreuse. Merci. Monsieur Yann Brossat, à vous. Bonsoir à toutes et à tous, Yann Brossat, je suis adjoint à la maire de Paris en charge du logement et merci à Karine d'accepter parmi vous un habitant de la rive droite, enfin un ancien habitant du 14e arrondissement. Oui, donc très heureux d'être avec vous ce soir pour parler de ce très beau projet de logement en bail réel solidaire. Pour être très concret, même si bien sûr les équipes entreront dans les détails après, de quoi s'agit-il? Il s'agit des premiers logements commercialisés à Paris à 5 000 € du mètre carré grâce à ce bail réel solidaire, c'est-à-dire à la dissociation du foncier et du bâti. Au fond, le principe, il est simple. Normalement, quand vous achetez un logement en propriété traditionnelle, vous achetez à la fois les murs et le sol. Et à Paris, ce qui coûte extrêmement cher, c'est le sol, c'est le foncier. Et donc, la dissociation du foncier et du bâti, c'est ce qui nous permet de mettre en vente des logements 2 fois en dessous du prix de marché, c'est-à-dire à 5 000 € du mètre carré au lieu de 10 000 € du mètre carré, voire plus, parce que sur le logement neuf, malheureusement aujourd'hui, on est au-dessus de 10 000 € du mètre carré. Et avec Karine Petit, votre maire, avec l'ensemble des élus de la majorité municipale, nous avons décidé de nous lancer dans ce projet. Avant, c'était impossible de faire ça, mais désormais, la loi nous le permet. Et c'est ce qui doit nous permettre justement d'offrir à des classes moyennes, à des familles de la classe moyenne, la possibilité
d'acheter à Paris à des niveaux de prix qui ne soient pas complètement délirants. Et donc là, en l'occurrence, ce sont 23 logements qui sont commercialisés. Donc, ce sont les 23 premiers à Paris, mais il y en aura d'autres. Il y en aura dans d'autres arrondissements de Paris, peut-être d'autres dans le 14e d'ailleurs, mais enfin, en tout cas, il y a déjà dans Paris 1000 logements qui sont programmés. Donc ça, ce sont les 23 premiers, mais il y en aura sur d'autres parcelles. Et quand je vois le grand intérêt suscité par cette première phase de commercialisation, ça donne vraiment envie de continuer et de multiplier pour les occasions pour les Parisiens d'accéder à la propriété par ce biais-là. Voilà, je sais que vous avez plein de questions, plein d'interrogations et je sais aussi que les équipes de la foncière sont là pour répondre à toutes vos questions et je leur laisse donc la parole avant que vous ayez la possibilité vous-même de poser des questions. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Claire Chaussade, je vais faire l'animatrice, enfin, je vais être l'animatrice de cette soirée ce soir. Alors, juste pour vous dire comment elle va se dérouler, donc pendant l'heure et demie suivante, vous allez avoir une présentation rapide du futur quartier Saint-Vincent-de-Paul et du bâtiment Lepage qui accueillera les logements en BRS. Cette présentation sera réalisée par Adeline Champ, qui est directrice de l'aménagement de Paris et Métropole Aménagement, qui est l'aménageur du quartier, donc, et Sylvie Borst, qui est la nouvelle directrice générale de Paris Métropole Aménagement, est également présente et pourra également répondre à vos questions au besoin. Une information sur le dispositif BRS et les modalités pour candidater vous sera ensuite présentée par Sidonie Coppel, adjointe à la directrice à la foncière de la ville de Paris. Et donc ces présentations vont durer à peu près 20 minutes, puis on répondra ensuite à vos questions jusqu'à peu près 19h30. Nous sommes nombreux ce soir, donc nous avons, comme vous l'avez remarqué, on a coupé vos micros à l'entrée pour que les présentations et les réponses puissent être audibles par tous. Mais en revanche, n'hésitez pas à activer votre caméra. Il est toujours plus agréable de se voir, même si c'est virtuellement. Pour poser vos questions, on vous invite à utiliser la fonction de chat qui est en bas à droite de votre écran. Vous pouvez vous les poser au fur et à mesure des présentations. On en prend note et on les reformulera pour vous à l'oral durant les temps d'échange. Karine Petit et Yann Brossa et les équipes vous y répondront à l'oral également. Je ne vais pas être beaucoup plus longue et je vais tout de suite passer la parole à Adeline Chamb, donc directrice de l'aménagement à Paris Métropole Aménagement, pour vous présenter donc le futur quartier Saint-Vincent-de-Paul et le programme du bâtiment Lepage qui accueillera donc les bâtiments en BRS. Adeline, c'est à vous. Très bien, bonsoir à tous. Alors effectivement, moi je vais d'abord vous parler du quartier dans lequel se situe ce lot du bâtiment Lepage. Nous, Paris Métropole Aménagement, nous sommes l'aménageur de ce site. Donc nous sommes un aménageur public de la ville de Paris et nous sommes dirigés donc par Sylvie Borst, en effet, qui est notre nouvelle directrice générale. Sur le site, alors vous le connaissez sans doute tous, hein, vous y êtes sans doute passé pendant toute la période d'occupation transitoire, voire avant. Donc c'est un ancien hôpital sur une emprise de 3,4 hectares. L'hôpital a fermé en 2012 et donc c'est un site que nous transformons en nouveau quartier d'habitation, en nouveau quartier mixte avec d'habitation et d'activité économique. Sur ce site, vous le voyez là sur cette photo aérienne, on est entre de très grandes emprises d'espaces verts. On est situé entre Denfert-Rochereau et Port-Royal, avec la fondation quartier d'un côté, le couvent de la Visitation de l'autre. Ce qui caractérise effectivement ce site, c'est le patrimoine bâti historique qui est très beau, avec des bâtiments de différentes époques, depuis le 16e jusqu'aux années 30-50, avec donc de très beaux bâtiments. Si tu passes à la diapo d'après, Claire. Donc, sur les enjeux du projet, c'est un site où le premier sujet a été de valoriser l'existant. Ce patrimoine dont je parlais, à la fois la trame paysagère et la trame bâtie qu'on a voulu conserver au maximum.
C'est un site avec un enjeu effectivement très important qui est de s'inspirer aussi de l'expérience des grands voisins dans le futur projet. Et donc, on a, par exemple, dans l'ensemble des bâtiments qui vont être construits sur ce site, des espaces communs aux habitants. Donc, ça va aussi concerner le bâtiment Lepage. Donc, la question de l'état d'esprit qui a eu lieu au moment de l'occupation transitoire, qui est quelque chose qu'on veut vraiment retrouver dans le futur projet. On est aussi sur une démarche de projet collaboratif qui a été fortement impulsée par les élus parisiens et les élus du 14e, avec des projets qui sont conçus, et ce sera aussi le cas du projet du bâtiment Lepage, dans une démarche collaborative, alors de deux manières, soit en associant au plus tôt dans le process les futurs habitants des immeubles au process de conception des projets architecturaux avec des panels d'habitants qui ont été mis en place sur les bâtiments chaufferies et petits, et en associant également l'ensemble des citoyens intéressés au projet aux choix architecturaux qui ont été faits. Donc ça, c'est une démarche qui est pour nous très importante et qu'on va retrouver sur le bâtiment de Lepage. Sur la stratégie environnementale, elle est portée en effet très haut, mais j'y reviendrai juste après. Donc sur la diapo suivante, je crois qu'on voit le programme et les principes du projet. Donc un quartier très mixte avec une dominante de logements. Donc on a environ 600 logements qui vont être construits ou transformés sur ce site, des logements de tout type, on pourra y revenir. De l'activité économique et des commerces en rez-de-chaussée et en rez-de-jardin, et c'est vrai que c'est très important pour avoir un quartier vivant qui vive aussi le soir, le week-end, donc on va retrouver dans l'ensemble des bâtiments. Un équipement public majeur qui est l'équipement public qu'on appelle Pinard. Donc, c'est l'ancienne maternité du site qui va être transformée en un groupe scolaire, une crèche et un gymnase. Donc, c'est un projet très important de transformation qui est porté par les architectes Chartier-Dalix. Et enfin, un équipement privé à vocation culturelle qui va prendre place sur l'avenue d'Enfer Rochereau avec un centre d'art contemporain porté par Thanks for Nothing et la collective. On a eu l'occasion de le présenter lors d'autres réunions et qui va venir animer véritablement l'avenue d'Enfer Rochereau. Voilà, donc ça c'est le programme. Et puis sur les principes du projet, c'est vraiment de créer un quartier très apaisé avec une croisée paysagère. On va véritablement transformer les espaces aujourd'hui de l'hôpital qui sont très très minéraux pour créer un véritable jardin central. Voilà, sur les ambitions environnementales, donc là encore, on porte les ambitions des élus parisiens qui visent d'une part la neutralité carbone, donc avec des bâtiments qui se concentrent sur le sujet du réemploi et d'avoir le moins de carbone possible dans le cadre de leur construction. Des sujets aussi liés à l'eau, à la biodiversité, mais voilà, on pourra y revenir si vous avez des questions, et des sujets quand même sur la mobilité, la question effectivement de laisser la place la plus importante possible aux mobilités douces, aux piétons, aux vélos, et donc avec une spécificité sur ce quartier, puisqu'on n'aura pas de place individuelle de stationnement, mais on aura une centrale de mobilité, donc avec des places mutualisées en entrée de quartier sous le bâtiment d'Enfer. Donc ça, c'est un sujet important pour effectivement contenir la place et maîtriser la place de la voiture avec un parking en entrée de quartier et non pas sous les différents bâtiments du projet. Voilà. Et enfin, si on arrive au programme Lepage et à sa localisation, avant d'arriver sur effectivement les modalités de candidature, donc le programme Lepage, il va donner sur deux côtés, d'une part sur la rue Boissonnade et d'autre part sur ce qu'on appelle la voie en boucle, qui est voilà ce que montre Claire. Il sera à proximité donc du bâtiment de logement Le Long. Et il sera accolé au bâtiment existant de la rue Boissonnade. On aura de ce côté-là du quartier une entrée pour les piétons et pour les pompiers. On n'aura pas d'entrée véhicule. L'entrée véhicule se situe de l'autre côté sur l'avenue d'Enfer Rochereau. Et donc, c'est là que prendra place le nouveau bâtiment porté par la foncière de la ville de Paris. Voilà, sur le programme, donc Yann Brossa l'a dit, on parle de 33 logements, 23 logements en BRS d'une part et 10 logements locatifs sociaux, donc qui seront réalisés sur cet ensemble. Et sur le calendrier,
On a donc la sélection des candidatures, on va y revenir. Et ensuite, sur les prochaines échéances, on aura la sélection d'un maître d'œuvre, d'un architecte, puis un dépôt de permis de construire l'année prochaine pour un démarrage des travaux l'année suivante et une livraison fin 2025. Voilà, je vais passer la parole à Sidonie sur le BRS. Merci Adeline pour cette transition également. Sidonie Coppel, donc adjointe à la directrice à la foncière de la ville de Paris. Je vous en prie. Très bien, merci. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Ouais. Oui, oui, oui. Très bien, merci. Alors du coup, rapidement, quelques éléments de présentation. Hein. Qui sommes-nous et qu'est-ce que nous vous proposons ici ce soir? 2 mots, s'il vous plaît, sur la slide suivante de présentation sur la foncière de la ville de Paris. Merci. Donc, voilà. Nous sommes une nouvelle structure, en fait, un nouvel acteur de la politique municipale en matière de logement qui réunissons, en fait, 4 grands acteurs principaux très connus que sont la ville de Paris, qui a été notre créateur, et les 3 bailleurs sociaux principaux que sont Paris Habitat, la RIVP et Elogisciamp, qui ont tous fait montre d'une très grande maîtrise d'ouvrage en matière de construction de logements à Paris et dont on va pouvoir bénéficier aujourd'hui pour proposer maintenant des logements à l'accession sociale à la propriété. Donc c'est vraiment une nouvelle force, en tout cas un alliage de 4 grands acteurs clés qui est là présent aujourd'hui sous la forme d'un groupement d'intérêt public. On est là en fait pour mettre en œuvre un nouveau dispositif qui a été créé par la loi, donc par l'État il y a de ça quelques années, avec des déclinaisons ensuite très on va dire juridiques. Et aujourd'hui, on rentre dans le concret et on est là pour vous proposer effectivement 23 premiers logements en accession sociale à la propriété dans un cadre régi par la loi et que nous mettons aujourd'hui en œuvre dans l'objectif de continuer à assurer le maintien de la mixité sociale à Paris et d'attirer et de conserver notamment les familles dans la capitale. Slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Très bien. Alors, de façon très schématique, sans rentrer dans les détails trop techniques, comment est-ce qu'on réussit aujourd'hui à produire et à mettre en commercialisation des logements bien moins chers, effectivement, comme le disait Yann Brossa, 2 fois moins cher que le prix actuel du marché. Par ce schéma, on essaie de vous montrer en fait que la foncière de la ville de Paris, donc la FDVP, c'est un sigle que vous retrouverez sans doute tout au long de la présentation et de votre candidature éventuelle. Nous sommes là en fait pour acheter des terrains, des immeubles, en tout cas pour sanctuariser autant que faire possible des opportunités en termes de foncier à Paris et ensuite acheter des terrains pour construire des logements à prix maîtrisé dans la durée. L'idée, c'est vraiment de dégager toute la charge financière qui pèse sur la rareté des terrains, du prix ensuite à la vente qu'on va vous proposer pour soulager l'effort des ménages dans l'acte d'acquisition qu'ils peuvent faire avec ces logements. Donc, on achète des terrains pour toujours. Et ils resteront dans la sphère publique et ça, c'est une garantie aujourd'hui qui est permise par le nouveau dispositif qui est le bail réel solidaire, le BRS. Sur ces terrains, ensuite, en numéro 2, vous voyez, on va construire des immeubles dans lesquels il y aura des logements que nous allons donc porter à la commercialisation. Et c'est bien l'objet aujourd'hui de la présentation, sous certaines conditions sur lesquelles on reviendra ensuite, et notamment des conditions de ressources. C'est ce qui donne l'aspect, on va dire, social aussi à ce dispositif. Et puis, les ménages peuvent acheter les logements dans le cadre d'un bail. Donc, il y a un contrat qui lie la foncière et le ménage, mais c'est un bail vraiment de très longue durée, 99 ans, vous le voyez, c'est le temps d'une vie finalement. Donc, en fait, une fois qu'on est dans ce logement, on y est là installé pour longtemps, on peut se projeter avec sa famille, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit dans le long terme. Cela étant, en plus de l'acquisition du logement, il y a quand même une notion qui vient compléter ce dispositif, qui est quand même importante, c'est que de façon mensuelle, au titre des charges, comme n'importe quelle propriété en immeuble ou copropriété, les ménages devront ensuite acquitter des charges de copropriété et à notre égard, une redevance, ce qu'on appelle une redevance, c'est-à-dire en fait, c'est le fait de pouvoir jouir, entre guillemets, du terrain, le fait d'avoir un logement situé sur un terrain, c'est une petite part en fait qui vise
à contribuer à la location du terrain qu'il faudra quand même acter en plus envers notre organisme, mais tout en restant entièrement propriétaire de son logement. Et puis enfin, ce logement, il pourra être soit revendu si le ménage, pour des raisons personnelles, professionnelles, que sais-je, a besoin de bouger, d'avoir une mobilité ou peut-être même face à un accident de la vie. En tout cas, voilà, c'est un bien qui peut être aussi revendu sous condition de ressources et de prix. On va le voir, ce sont deux garanties du dispositif. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Et alors ensuite, un nouveau ménage pourrait tout à fait acquérir ce même logement dès lors qu'il répond aussi aux critères du dispositif que je vais exposer. Je veux bien que vous passiez la slide. Voilà. Donc, en deux mots, hein, je vais pas répéter ce que je viens de dire, c'est-à-dire que c'est vraiment un nouvel outil qui permet de réguler autant que faire se peut le marché de l'immobilier et voilà, dans les zones qu'on dit tendues, c'est-à-dire alors à Paris bien évidemment, il y en a d'autres hein, en France également qui se lancent avec cette vertu effectivement que les ménages achètent bien moins cher leur logement. Avec donc pour un bail d'une très longue durée, 99 ans, je l'ai dit, à un prix minoré, donc dégagé en fait de la charge foncière, avec une obligation par contre qui est là très importante et je me permets d'insister sur ce point, qui est celle qu'en fait les gens qui souhaitent acquérir un logement en BRS s'engagent à en faire leur résidence principale. Ça c'est un point majeur qui est une obligation hein, légale, là encore liée au dispositif que nous mettons en œuvre et que nous contrôlerons. Il faut vraiment acheter son logement pour en faire sa résidence principale. Il ne s'agit pas de l'acheter pour le mettre en location. Voilà, donc le processus de revente, comme j'exposais rapidement tout à l'heure, est tout à fait possible aux conditions de respect du prix d'achat d'une part et dès lors que les ménages sont bien eux-mêmes sous les plafonds de ressources qui sont inhérents au dispositif, nous allons le voir. Le prochain ménage, éventuellement, qui achètera le bail, de toute façon, pourra disposer d'un bail qui sera d'une durée similaire. Donc, on appelle ça un rechargement d'une durée donc, de 99 ans. Donc, c'est quelque chose qui demeurera à perpétuité, là encore, sociale et, on va dire, anti-spéculatif. Voilà. Voilà, je veux bien qu'on passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, deux éléments importants, je pense, sur lesquels vous attendez des informations, deux éléments qui nous sont donnés par l'État hein, dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif, ce sont les plafonds de ressources et les plafonds de prix. Donc, deux choses importantes. Les plafonds de ressources. Donc, pour être éligible au dispositif et donc prétendre à l'acquisition d'un logement que l'on va vous proposer, il faut respecter des plafonds de ressources. C'est un critère incontournable qui s'impose à vous comme à nous en tant que garant du dispositif et sur lesquels voilà, il faut vraiment, dans lesquels pardon, il faut vraiment s'inscrire et vous les trouvez ici. Ils sont édités par l'État. Paris se situe en zone A. Je vous ai mis à titre d'exemple les zones B et C qui sont d'autres territoires en France, d'ailleurs pour que vous mesuriez les écarts, mais nous sommes bien en zone A. Donc voici les plafonds. Donc concrètement, la valeur en fait qui est affichée ici, c'est celle du revenu fiscal de référence. Donc c'est en fait un chiffre que vous pouvez trouver sur votre avis d'imposition. Et en l'occurrence, la valeur qui est prise en compte aujourd'hui pour caractérisé pour l'éligibilité des gens, hein, savoir si on est dedans ou pas dedans, très concrètement. C'est celle de 2019, puisque nous sommes en 2021. Donc concrètement, si vous voulez savoir si vous êtes éligible au dispositif, vous pouvez prendre votre avis d'imposition 2020 sur les valeurs 2019, et alors vous saurez cette année, vous pouvez prétendre au dispositif. Voilà, j'espère que c'est clair. Autant que les avis d'imposition peuvent l'être. En tout cas, voilà, c'est vraiment le revenu fiscal de référence de l'année 2019 que vous trouverez sur votre avis d'imposition de 2020 qui prévaut. Et puis, l'autre garde-fou du dispositif qui fait que le dispositif est dit anti-spéculatif, c'est que du coup, les prix de vente sont aussi plafonnés. La loi nous impose en fait de vendre et ensuite de revendre éventuellement des logements à des prix plafonds. Et donc, c'est ce qui fait aussi que de façon perpétuelle, la valeur demeure
économiquement très atteignable pour les gens qui le souhaitent. Et donc, Paris, dans le tableau, se situe en zone A bis, vous le voyez. Et donc, au maximum, les logements que nous allons vous proposer seront au prix de 4 906 € hors taxe par mètre carré. D'accord ? Voilà, donc c'est ce qui fait qu'on est vraiment à 2 fois en dessous, sachant qu'en complément, la TVA qui est applicable à ces prix-là est une TVA minorée, qui est simplement de 5,5%. Donc, on arrive en gros à un plafond TTC de 5 175 € par mètre carré. Voilà. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Merci. Alors, après les propos, on va dire un peu généraux, mais quand même importants sur le cadre, aujourd'hui, les 23 logements qui sont proposés dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Merci. Alors, donc comme l'a déjà montré PMA tout à l'heure, on est situé aujourd'hui dans un projet qui est sur un bâtiment qui vient d'être démoli, qui était un bâtiment Lepage et dont on sait que la capacité constructive est d'environ 23 logements. Donc à construire, donc ce qui est un élément important en termes de calendrier. Donc on est là aujourd'hui, on parle de 23 logements à construire, donc on sait qu'en gros ils seront livrés d'ici fin 2025. C'est quand même un élément important aussi à savoir en termes de projet de vie ou de projet immobilier. On parle quand même de quelque chose d'ici quelques années. Je pense que c'est bien qu'on se dise. Voilà. Ensuite, on vous a mis ici à titre, on va dire un peu indicatif, une grille de prix, de surface et de fourchette de redevance pour que vous puissiez prendre conscience des valeurs dont on parle aujourd'hui. Je dis indicatif parce que j'en parlerai très vite à la fin de la présentation. En fait, on est là sur un projet en habitat participatif et donc on cherche effectivement à sélectionner des gens pour acquérir des logements, mais aussi des gens qui souhaitent s'investir dans la démarche de conception des logements et donc avec une possibilité de concevoir et d'aménager les logements et les espaces communs du futur bâtiment. Donc, on donne des fourchettes indicatives, sachant que le programme définitif qui sera livré à la maîtrise d'ouvrage et au futur architecte reste à dessiner avec les futurs ménages sélectionnés. Voilà. Alors, du coup, pour rentrer un peu plus dans le concret de la candidature, il y a des endroits ressources, entre guillemets, sur lesquels il faut vraiment que vous vous référiez. Avant tout, notre site internet. Donc, foncière-ville-paris.fr, c'est le lieu ressource unique pour faire acte de candidature. Pour vous aider dans la candidature, vous allez trouver plusieurs outils se faire. Le premier, ce sera un simulateur d'éligibilité. Donc concrètement, c'est un petit tableau, une petite calculette qui va vous permettre de rentrer le fameux revenu fiscal de référence dont je parlais tout à l'heure, ainsi que le nombre de personnes qui seraient destinées à occuper le ménage, pour déjà que vous vérifiez si vous êtes bien éligible au dispositif, oui ou non. Si tel était le cas, alors ensuite vous pourrez remplir un dossier en ligne, on va y venir, mais si tel n'est pas le cas, dès lors que vous n'êtes pas éligible et que vous ne remplissez pas les critères, malheureusement, il est inutile à ce stade d'aller plus loin dans la démarche. Et puis en ligne, vous trouverez également 4 documents clés qui sont vraiment importants et dans lesquels vous pourrez retrouver tout ce que je vous dis rapidement ce soir, mais vraiment prenez le temps de les lire. Il y a un règlement intérieur qui expose vraiment globalement le projet, qui nous sommes, comment candidater et les modalités de sélection. Une charte de participation qui explique aussi la façon dont le projet va être monté. Et puis 2 petits mémos sur lesquels revenir le cas échéant sur ce qu'est le bail réel solidaire et une acquisition en état futur de l'HSB. Voilà. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Alors, comment candidater? Slide suivante. Merci. Alors, j'espère que vous voyez bien le schéma. Voilà. Donc, concrètement, je le disais, tout se passe sur notre site internet. Donc, il faut se rendre sur notre site internet. Il y a notamment une page qui s'appelle vraiment Opération en cours où vous pourrez accéder à l'opération Saint-Vincent-de-Paul où vous retrouverez la grille tarifaire que j'ai montré et avant toute chose le simulateur d'éligibilité.
Donc, vous remplissez votre revenu fiscal de référence, ainsi que le nombre de personnes qui sont destinées à occuper le logement, et vous voyez si vous êtes éligible ou pas. Je prends vraiment 2 exemples très concrets pour savoir quel chiffre il faut rentrer dans le simulateur. Ça me semble important. On a déjà eu un peu des retours sur la façon. C'est vraiment important de bien remplir ça. Concrètement, si vous êtes un couple et que vous faites une déclaration unique, vous n'avez qu'un seul chiffre à rentrer. Et ensuite, vous remplissez le nombre de personnes de votre ménage. Donc, si vous êtes un couple seul, vous indiquerez 2 personnes. Si vous avez 2 enfants, vous indiquerez alors 4 personnes. D'accord? Si vous êtes par contre 2 personnes isolées, on va dire en couple, mais qui n'habitez pas ensemble et qui déclarez vos revenus de façon séparée, il convient alors d'additionner les 2 revenus fiscaux des 2 personnes individuelles et ensuite de renseigner qu'il y a bien 2 personnes qui seraient destinées à occuper le logement. Voilà, ça c'est vraiment important pour que vous vérifiez bien votre éligibilité par vous-même parce que c'est un incontournable dans la démarche. Et puis alors ensuite, le formulaire devient accessible en ligne. Vous prenez connaissance des documents dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis ensuite, on va vous demander de renseigner différents renseignements sur la composition du ménage, sur votre souhait en termes de typologie de logement, donc plutôt un T2, plutôt un T3, plutôt un T4, et puis différentes pièces complémentaires pour constituer déjà un dossier que ensuite nous allons analyser. Donc la complétude du dossier est très importante puisque nous allons analyser votre dossier pour ensuite vous proposer une simulation financière pour vous conforter dans votre projet. Voilà, donc on va vous proposer une simulation financière sur la typologie du logement que vous aurez pré-choisi, à l'appui des éléments économiques que vous nous aurez apportés, donc les fameux revenus fiscaux. On va vous demander aussi des bulletins de paye pour bien estimer avec vous votre capacité d'achat et d'emprunt et votre taux d'effort, qui sont des notions importantes hein, pour vous accompagner dans votre projet et puis aussi vous accompagner au plus pour faciliter les éventuels échanges ensuite avec les banques si vous devez bien sûr faire un prêt pour acquérir. Voilà, donc on va avoir ensuite un temps d'échange vraiment très qualitatif, on va vous proposer ça, et dans le cadre de rendez-vous qui seront personnalisés, alors sans doute dématérialisés, mais s'il le faut, on pourra aussi vous accueillir dans les locaux de la mairie du 14e, vraiment si nécessaire. Voilà, donc il y aura un temps d'échange vraiment personnalisé autour de votre dossier. Et puis ensuite, tous les dossiers qui seront complets et éligibles seront de toute façon instruits. C'est important de vous dire aussi ce soir qu'il nous faut tous les dossiers qui seront déposés, donc d'ici au 30 avril, et qui seront complets et éligibles, seront instruits. Il n'y a pas de course à tout prix pour remplir son dossier le plus vite possible. L'idée, c'est de bien remplir son dossier, on a le temps, pour pouvoir ensuite avoir une analyse les plus justes et les plus correctes. Voilà. Tous les dossiers complets seront instruits et ensuite on va les sélectionner selon des critères ensuite complémentaires qui vont permettre de les classer concrètement en vue de les sélectionner par une commission qui se réunira sous notre égide, une commission qui est pluraliste, qui vise à réunir différents élus, de différents bords politiques, mais aussi des représentants de la société civile et puis de la société civile. Donc, il y a une commission de sélection qui se réunira in fine, on pense début juin, pour pouvoir vraiment sélectionner des dossiers. Voilà. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Voilà. Alors, un petit point vraiment complémentaire sur les spécificités, on va dire, de ce premier projet qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, vous l'avez compris, c'est un bâtiment qui est à construire et et pour lequel on cherche des ménages d'une part, mais on cherche aussi à constituer un groupe de futurs habitants pour vraiment s'inscrire dans la logique de l'habitat participatif et aussi dans la logique du quartier qui vous a été exposé tout à l'heure.
Donc, une fois les ménages sélectionnés, en fait, on souhaite vraiment réunir et constituer un groupe d'habitants qui viendra vraiment participer à la définition et à la conception des logements et des espaces communs du futur bâtiment Lepage. C'est vraiment un groupe qui viendra à des moments charnières accompagner la maîtrise d'ouvrage. Donc, concrètement, dans ce projet, c'est Paris Habitat qui va assurer la maîtrise d'ouvrage professionnelle qui est là pour sécuriser le projet. Nous, on vous garantit, entre guillemets, des prix au mètre carré, et ça, c'est fondamental. Paris Habitat sera là pour construire un immeuble de logement avec toute la maîtrise d'ouvrage professionnelle et de qualité à nos côtés. Et nous, on cherche aussi des gens motivés pour élaborer un programme de logement, des usages collectifs innovants. Il y a potentiellement une toiture terrasse dans un quartier très, très attractif. Et donc, on cherche vraiment des gens qui soient investis dans la co-conception du bâtiment, d'une part, mais aussi ensuite dans la gestion de l'immeuble, d'autre part, pour en faire vraiment un endroit de vie citoyenne dans l'immeuble, voire ouvert sur le quartier. Donc, il y a un dernier élément important dans la candidature que vous trouverez sur notre site internet. C'est une charte de participation au projet dont il faut prendre connaissance, s'il vous plaît, et nous renvoyer signé et complété dans le cadre du dossier de candidature qu'il convient de déposer en ligne. Voilà, je crois que j'en ai bientôt fini. Est-ce qu'on peut passer à la dernière slide? Voilà, j'avais simplement mis quelques images pour vous montrer en gros quels pouvaient être les exemples de projets participatifs qu'on a déjà vu mettre en œuvre sur créer des espaces communs, que ce soit effectivement sur des toitures, sur une nouvelle façon de réinventer les couloirs, les coursives, en faire des salles communes, des salles partagées, des espaces pour les enfants, que sais-je. Donc voilà, autant d'idées, mais en tout cas, rien n'est préconçu. On vous attend pour le faire. Voilà. Dernière slide, je crois que j'ai terminé. Voilà. Bon, voilà. C'était vraiment en guise de conclusion pour symboliser, on va dire, les attentes de ce projet entre le BRS d'une part, donc qui est vraiment l'accession à prix abordable et dans la durée, et quand même cette singularité qui est celui de l'habitat participatif, qui vise vraiment à réaliser un projet dans lequel les habitants sont investis de la conception à la vie d'immeuble. Voilà. Merci beaucoup, Sidonie Coppel. Merci beaucoup pour toutes vos présentations. Donc, les questions via le chat sont nombreuses, ainsi que via Facebook, le Facebook Live, sur lequel la réunion est retransmise. Alors, je vous propose tout de suite de les reformuler et qu'on y réponde. On peut peut-être départager, si c'est possible, le document, comme ça on se voit pour y répondre. Alors, il y a beaucoup de questions. Il y a 4-5 catégories de questions. Une catégorie sur les logements, comment vont être les logements. Une catégorie sur la candidature, des précisions sur les candidatures. Et sur les ressources. Alors, je vous propose tout de suite de plutôt commencer par les catégories candidatures et puis on les fait au fur et à mesure. Alors, sur les candidatures, une des questions, c'est est-ce qu'une seule personne pourra candidater ou plusieurs personnes d'une même famille peuvent candidater, j'imagine la question. Je fais un groupe de questions et puis je laisse y répondre après. Une famille monoparentale pourra-t-elle candidater et quelle chance pour accéder à la propriété pour sa part? Faut-il obligatoirement faire un crédit pour acquérir un logement BRS? Et quelle chance réelle pour accéder à un logement par rapport à d'autres familles? En gros, quels sont les critères? Alors, il y a déjà un certain nombre d'éléments de réponse qui ont été donnés dans les présentations. Peut-être pouvons-nous les redire à l'oral. Yann Brossat, Karine Petit, peut-être sur est-ce qu'une seule personne peut candidater d'une même famille ou plusieurs personnes? Une famille monoparentale peut-elle candidater? Il n'y a pas d'interdiction particulière à ce que plusieurs familles candidatent. Après, il faudrait qu'elles aient beaucoup de chance pour obtenir plusieurs logements dans le même immeuble, sachant qu'il y a effectivement beaucoup de demandes pour 23 logements, en tout cas dans ce programme-là, même s'il y en aura d'autres ultérieurement. Pour ce qui concerne les familles monoparentales, évidemment qu'elles ont droit de candidater et qu'il n'y a absolument aucune raison
de les discriminer dans l'accès à un tel logement. Après, il faut évidemment qu'elles aient à la fois des revenus suffisants pour pouvoir acheter et des revenus qui, malgré tout, soient inférieurs au plafond de ressources. C'est toute la problématique dans laquelle on est, mais on sera très, très heureux d'avoir des familles monoparentales à cet endroit-là, au contraire. Et puis, il y avait une question sur est-ce qu'on est obligé de prendre un prêt? La réponse est non. Soit on a besoin d'un prêt, soit on n'a pas besoin d'un prêt, mais en tout cas, ça n'est pas un critère discriminant, lui non plus. Ok, et il y avait une dernière question peut-être sur les chances réelles pour accéder à un logement par rapport à d'autres familles. En gros, les critères, sur quels critères se fait le jugement? D'abord, il y a un certain nombre de critères qui sont des critères légaux, ceux qui ont été abordés tout à l'heure. Il faut correspondre au plafond de ressources. Il faut que ce soit une résidence principale, donc on s'engage à habiter dans le logement et pas à en faire un investissement locatif. Et puis, il y a aussi des critères qui ont été fixés par la ville de Paris avec, par exemple, un bonus pour des familles qui, par exemple, vivent en logement social et à ce moment-là peuvent quitter leur logement social pour accéder à la propriété par ce biais-là. Mais c'est un bonus, hein, et donc ça n'est pas réservé à des gens qui sont en logement social. C'est simplement que ceux qui vivent en logement social auront une forme de bonus. Et puis, il y a un autre critère qui est important pour nous, qui est le lien avec Paris. C'est-à-dire que pour pouvoir y accéder, il faut soit d'ores et déjà vivre à Paris, soit travailler à Paris, soit les deux. Mais en tout cas, il faut que la famille ait un lien avec Paris. Très bien. Est-ce que Karine Petit, vous souhaitez compléter sur ces questions ou je passe aux suivantes sur les candidatures toujours? Non, moi, je voulais juste dire, parce qu'il y a beaucoup de dire aussi que ça s'inscrit dans un quartier où il y aura tous les types de logements. Il y aura des logements en accession classique, il y aura des logements intermédiaires, locatifs intermédiaires, il y aura des logements sociaux classiques aussi, entre guillemets. Voilà. Donc, du coup, parce que je trouvais qu'il y avait aussi beaucoup de questions sur c'est serré, le 40% de taux d'effort, en fait, quel est l'intérêt parce que… etc., etc. Et je crois qu'il y en a très bien répondu. Les familles monoparentales sont des familles comme les autres. Les retraités aussi. Je crois qu'on tient compte aussi justement de quand Yann disait l'aspect aussi déjà locataire du parc social, le lien avec Paris, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'habiter Paris, mais quand on y travaille. C'est aussi l'idée d'être dans un parcours résidentiel, dans un parcours de vie et dans un parcours résidentiel par rapport à son logement. Donc, quand on est retraité, qu'on habite par exemple le parc social et que on est dans un 4 pièces parce que voilà, et les enfants ont grandi, si on demande, voilà, c'est ce type de choses qu'on essaye aussi de regarder, qu'on essaiera de regarder en tout cas dans les commissions. Et c'est surtout aussi que vous puissiez essayer de vous projeter dans ce genre de parcours. Voilà. Très bien. Alors, je continue du coup sur les questions liées aux candidatures. Est-ce que la notion de résidence principale est maintenue sur une durée réglementée, en fait? Les personnes bénéficiaires de l'AAH peuvent-elles postuler? Est-ce qu'un futur retraité peut être éligible? Donc ça, vous y avez en partie répondu, Karine Petit. Et une famille avec 2 enfants peut-elle candidater pour un F5, par exemple? Alors, il y a beaucoup de questions sur une famille, voilà, question de est-ce qu'on peut candidater si on a tant d'enfants à un logement plus grand? Donc voilà, je vous laisse répondre sur ces 4 questions. Sur la notion de résidence principale, en premier, est-elle maintenue dans une durée réglementée? Vous voulez que je réponde? Avec Comme vous voulez. Bon, avec plaisir. Résidence principale, il faut que ça reste votre résidence principale pendant toute la durée. Oui, enfin, il faut que ça reste votre résidence principale tout le temps et vous n'avez pas le droit de le louer. Deuxièmement, est-ce qu'une personne qui touche la hache peut candidater? Oui. Après, il faut juste qu'elle ait les revenus suffisants pour pouvoir payer. Mais si c'est le cas, il n'y a aucune raison de ne pas la considérer comme éligible. Les futurs retraités, Karine l'a dit, bien sûr que oui. D'ailleurs, si on raisonne à l'échelle d'une vie, on est un peu tous des futurs retraités, hein, donc de toute façon, bien sûr, oui. Est-ce qu'une famille avec 2 enfants peut candidater sur un F5? Non, puisqu'en fait, l'une des règles, en principe, non, puisque l'une des règles, c'est la coïncidence entre la configuration familiale et le type de logement.
Donc, si c'est un couple avec 2 enfants, c'est plutôt un F4 qu'un F5. D'accord. Et du coup, c'est la même chose. Il y avait un couple avec projet d'enfant. Peut-il postuler à un T3 dans la même lignée? Non, ouais. un F2, on peut, comment dire, on regarde ce qui existe déjà. Donc, en l'occurrence, La situation actuelle. Ok. Ouais. Karine Petit, vous souhaitez compléter? Par exemple, pour illustrer, lorsque nous avons retenu un premier panel de futurs peut-être locataires dans du parc social, hein, dans d'autres bâtiments, d'autres lots du quartier, on a eu par exemple des personnes qui allaient être à la retraite dans 3 ans. Comme c'est un immeuble qui va être livré, il y a un aspect aussi de calendrier, de projection, hein, c'est pas demain, je veux dire, du coup, c'est dans 3 ans. On essaye d'en tenir compte, mais c'est vrai que voilà, il faut aussi que ça corresponde déjà quelque part à une situation entre guillemets de vie quasiment un peu établie. Alors par exemple, sur les futurs locataires du parc social, on a pris en compte que voilà, une personne qui allait être à la retraite dans 3 ans, eh bien, justement, la notion de parcours résidentiel, elle était importante. Donc, on ne dira pas forcément non pour on a un projet de bébé, de construction de famille, voilà. Mais on essaiera d'adapter quand même au plus juste par rapport aux situations de vie presque actuelles, plus les 3 années. On en tient compte, hein, je veux dire, de ces 3 années à venir, le temps de la livraison du bâtiment. Parfait. Alors, si je descends, donc dans le cadre de la candidature, une lettre de motivation pour aborder l'engagement citoyen et participatif notamment, est-elle demandée? Il y avait « Je m'installe dans un logement social en juin ». Quelle adresse mettre pour la candidature? Alors, si on peut et une personne célibataire peut-elle candidater? Sur ces 3 questions? On met son adresse de vie d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, très bien. De la vie en vrai, quoi. Une lettre de motivation est-elle demandée pour le dossier de candidature? Oui. Ok. Et une personne célibataire peut-elle postuler? Oui. Oui aussi, très bien. Alors, je vous propose de passer, alors je reviendrai s'il y a d'autres questions sur les candidatures. Ah oui, et est-ce qu'il faut avoir la nationalité française pour candidater? Non, il faut juste être en situation régulière. Très bien. Comme pour un logement social d'ailleurs. Et puisque la question a été posée, mais je crois que Karine y a répondu dans le chat, si on est locataire d'un logement social, on a effectivement un bonus. Si on est juste demandeur de logement social, on n'a ni un bonus ni une pénalité. Ok. Alors maintenant, sur les conditions de ressources. Alors, il y a eu beaucoup de questions aussi. Il y avait plusieurs commentaires qui disaient que ça faisait un peu cher pour des personnes à ressources plafonnées, le prix au mètre carré. Donc, c'était plus un commentaire qu'une question. Sur les revenus, est-il possible de prendre en compte les revenus en cours et non ceux de 2021? Voilà. Et que se passe-t-il si les plafonds de ressources sont dépassés une fois dans le logement? Faut-il quitter le logement? Alors, on va commencer par ces 3 questions. Je commencerai par la dernière. Si vos Oui. revenus augmentent, non, il vous arrive rien, vous restez dans le logement, tant mieux pour vous. Pour les autres questions, Karine ou Sidonie, peut-être. Alors, sur les revenus, est-il possible de prendre en compte les revenus en cours et non ceux de 2021? Et voilà, si vous avez un commentaire à faire sur le… Je peux peut-être répondre si vous oui, le souhaitez. Ouais. Donc, comme je le disais tout à l'heure dans la présentation, il y a un critère légal, hein, donc c'est la loi qui nous y oblige et on est là pour la mettre en œuvre, qui est en fait de prendre en compte le revenu fiscal de référence de l'année 2019. On se parle aujourd'hui en 2021. L'année de référence que vous devez remplir, c'est 2019. D'accord? Ça, c'est la première chose pour vérifier l'éligibilité. Après, nous, en plus, dans le cadre de votre dossier, on va vous demander d'autres éléments justement pour mieux contextualiser aujourd'hui qui vous êtes et quelles sont vos ressources. On va vous demander de nous joindre vos 3 derniers bulletins de salaire ou sinon
allocation chômage, AAH, j'entendais parler tout à l'heure. Tout ce qui va permettre d'objectiver vos ressources durant les 3 derniers mois sont des éléments précieux pour mieux mesurer en fait votre situation actuelle, d'accord, et qui pourront venir mieux expliquer votre dossier, le cas échéant, devant les membres de la commission. Mais il y a bien 2 choses différentes. Il y a l'année 2019 qui est incontournable et il y a tous les éléments de contexte de l'année 2021 dont on veut bien prendre connaissance. Voilà. Merci pour ces réponses. Alors, il y avait d'autres questions, remarques qui tournaient autour du rapport ressources plafonnées capacité d'emprunt qui semblait difficile à tenir. Et du coup, il y avait une question un peu subsidiaire à côté de ça. Si vous connaissez des banques qui accompagnent ce type d'achat, voilà, qui pourraient aider et faciliter les choses. Et il y avait une autre question sur comment ça se passe si ma banque refuse le prêt. Et Claire, il y avait une question aussi sur est-ce qu'on peut candidater, tant qu'on y est là, pour, en transition, Oui. sur les propriétaires déjà? Ah oui, alors allez-y, je vous en prie. Du coup, je propose de passer la parole à Sidonie. Pourtant, je sais que vous connaissez la réponse. Pas de problème. Oui. Alors, rien n'empêche en théorie de candidater dès lors qu'on est propriétaire. Cela étant, comme il y a des plafonds de ressources d'une part, et que l'idée aussi, c'est quand même de favoriser des parcours résidentiels, hein, d'autre part, pour des ménages qui débutent dans la vie avec des revenus somme toute encore assez modestes. On va regarder aussi si les gens sont primo-accédants ou pas, et potentiellement ça va aussi un peu venir bonifier leur situation, ou s'ils ont un patrimoine immobilier ou pas. Concrètement, ça n'empêche pas les gens qui ont une petite maison de campagne héritée d'un héritage d'une grand-mère dans la Creuse de postuler et de devenir propriétaire à Paris. Après, on va regarder effectivement si les gens n'ont pas non plus trop de patrimoine. Voilà, ça reste quand même un produit à vocation sociale et on souhaite vraiment que ce soit une marche dans un parcours résidentiel. Très bien, merci pour ces éléments de précision. Alors, sur le rapport ressources plafonnées, capacité d'emprunt et les banques, si vous connaissez des banques qui accompagnent ce type d'achat, et comment ça se passe si la banque refuse le prêt, qui souhaite répondre? Nous, on voulait dire qu'on n'avait pas de banque de quartier autonome hein, dans le 14e. Bon, ça pourrait aider pour faire la révolution, mais on n'a pas encore ça. Ok, j'y vais du coup. Alors, il y a 2 choses qui sont importantes effectivement sur ce sujet qui est majeur, hein, concrètement le financement de l'acquisition. Aujourd'hui, nous, en fait, on a adopté dans le cadre de la foncière un cadre assez général qui fait qu'on a une approche assez ouverte pour analyser les dossiers. Je le disais tout à l'heure, dans le cadre de l'instruction de votre dossier, on va vous proposer donc, une simulation financière, d'accord? Donc, vous allez, dans le cadre de votre candidature, vous positionner sur une typologie dont on sait à peu près quel va être le prix. Je vous ai montré tout à l'heure la grille des prix référents, d'accord? À l'appui de toutes les pièces que vous nous aurez justement données, hein, vos fameux bulletins de salaire ou allocations des 3 derniers mois, votre revenu fiscal de référence. On fait ça non pas simplement pour contrôler les choses, on fait ça aussi pour vous accompagner dans votre projet. Ça va nous permettre en fait d'élaborer une simulation financière comme quasiment pourrait déjà un peu le faire une banque, sauf qu'on n'est pas une banque et qu'on n'a pas la compétence officielle pour le faire, mais on a quand même beaucoup d'outils et on est là vraiment pour objectiver avec vous quel pourrait être en gros votre taux d'effort pour acquérir tel logement, d'accord? Et on a quand même un garde-fou qui est qu'il faut que le taux d'effort n'excède pas, on va dire, 33-35% de vos revenus mensuels. Hein. L'idée, c'est pas non plus de vous mettre dans la difficulté. Et puis, de toute façon, ce taux d'effort, il sort pas de nulle part parce qu'en gros, c'est aussi celui que demandent les banques. Donc, on est là un peu en garde-fou, préalablement, pour vous accompagner dans votre projet et vous faire prendre conscience, en tout cas, de s'il nous semble être réaliste, réalisable, pour pas vous mettre dans la difficulté. L'idée, c'est pas qu'on crée tout de suite des situations de surendettement, ce serait complètement irresponsable.
Donc, on va vraiment avoir ce temps d'échange vraiment qualitatif avec vous. Mais en gros, les grands jalons, c'est ça. Il faut quand même se dire qu'un taux d'endettement qui excéderait 35%, qui potentiellement irait jusqu'à 40%, ce sera vraiment le maximum de vos revenus mensuels. Ça, je pense que c'est important de se le dire tranquillement aujourd'hui. Et ensuite, concernant les liens éventuels avec des organismes bancaires, alors, nous y travaillons très clairement. Il y a comme c'est un produit, on va dire, d'accession assez récent, certaines banques sont plus enclines et déjà mieux sachantes sur ce dispositif. On travaille avec elles. On pourra proposer aux ménages qui seront sélectionnés in fine d'aller rencontrer telle ou telle banque, mais après, chacun est libre de choisir sa propre banque. En tout cas, on sera en capacité d'orienter vers des banques normalement partenaires de la foncière de la ville de Paris sur cette opération et qui serait a priori pas très loin du bâtiment qui sera livré par ailleurs. Voilà. Ok, merci pour ces éléments de précision. Alors, encore quelques questions sur les ressources et les prêts. Faut-il transmettre dès la candidature l'épargne disponible en plus des relevés de compte courant? Est-ce que le montant, est-ce que le PTZ doit être mis dans le montant de l'apport? Et il y avait également une question sur le relèvement des plafonds qui a été évoqué par Anne Hidalgo. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est et si c'est bien acté sur ces trois questions? Alors, sur peut-être… Je vais répondre à la dernière. C'est Oui. vrai que Hidalgo a demandé le relèvement des plafonds pour que ce dispositif puisse profiter à plus de monde, tout simplement. Mais bon, donc la ministre du Logement, puisqu'en fait ça dépend de la loi, la ministre du Logement nous a dit qu'elle était tout à fait disposée à le faire, mais ça prend beaucoup de temps et donc le relèvement des plafonds n'interviendra pas avant la fin de l'année 2021. Donc concrètement, pour ce projet-ci, pour Saint-Vincent-de-Paul, on se base sur les plafonds actuels et pas sur des plafonds éventuellement relevés. Donc concrètement, ce projet-ci, non. Ok, très bien. Alors, sur le PTZ, est-ce qu'il doit être mis dans le montant de l'apport? Non. Non, c'est facile. La réponse est non. Le PTZ, c'est un prêt, donc ce sera potentiellement quelque chose qui pourrait être mobilisé à l'acquisition, mais et ça fera partie notamment des éléments dans la fameuse simulation financière qu'on va vous proposer, dont je parlais. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on reviendra vers vous, mais ça n'est pas un apport, c'est un prêt. Par contre, s'il y a des apports, je sais que c'est une autre question que vous avez dit, Oui. effectivement, il faut le mentionner et il y a une case, tout simplement, dans le formulaire à remplir en la matière. Ok, alors si on poursuit dans cette lignée, est-ce qu'il y a une somme d'argent à verser en amont? Et il y avait la question, faut-il transmettre dès la candidature l'épargne disponible en plus des relevés de compte courant? Alors, je continue, pardon, mais j'ai l'impression que c'est technique comme réponse. L'épargne disponible, c'est-à-dire que dès lors que vous envisagez de mobiliser votre épargne disponible pour en faire un apport pour ce projet, oui, j'imagine que vous pouvez remplir la fameuse case dont je parlais qui s'appelle apport et d'y mettre tout ou partie de l'épargne dont vous disposez. Voilà, ça c'est la première chose. Et la deuxième question, c'était est-ce qu'on doit verser des fonds ou quelque chose comme ça? Alors, est-ce qu'il y a une somme d'argent à verser en amont? Alors, en amont, là on est dans un processus de sélection, donc attention, il ne faut pas… là, de sélection des ménages pour un programme de logement ensuite. Donc, seuls les ménages qui seront sélectionnés et retenus pour le programme ensuite rentreront dans la phase, on va dire, plus opérationnelle qui vise en fait à signer ensuite les contrats de vente en état futur de l'achèvement et donc on arrivera à un cycle, on va dire, classique de versement de
fond, mais au fur et à mesure de la construction et de la livraison du bâtiment. Mais là, il ne s'agit en aucun cas de parler de versement d'argent dans un processus de candidature et de sélection. Ok, très bien. Alors, pour continuer avec ces questions de ressources, quel justificatif de ressources mensuelles à transmettre pour les travailleurs indépendants? Alors, il y a une liste très simple, entre guillemets, et téléchargeable sur notre site internet, dans laquelle vous retrouverez toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier. Donc, le dossier, c'est d'une part le formulaire en ligne que vous devez remplir, et d'autre part, nous transmettre l'ensemble des pièces justificatives. Donc, il y a la liste, donc on demande donc, les 2 derniers avis d'imposition sur le revenu, donc les justificatifs de ressources mensuelles des 3 derniers mois, donc bulletin de salaire, retraite, allocation, chômage, handicap. Voilà, donc vous retrouverez toute la liste complète sur le site internet maintenant. Ok, très bien. Alors, je vous propose, alors on reviendra aux autres questions qui ont été posées à la fin, on va commencer par faire celle du début. Il y avait des questions sur les logements. Alors, il y avait un certain nombre de questions. Je commence. Quelle sera la taille des logements? À quoi ressembleront les logements en BRS? Auront-ils des balcons, des terrasses, des jardins? Il y avait également une question sur est-ce qu'on pourra choisir notre étage, l'exposition avec ou sans balcon? Alors, sur ces questions-là, qui souhaite répondre? Peut-être Adeline, mais en tout cas, l'idée, c'est que pour l'instant, la manière dont on a conçu tous les lots, déjà, Adeline, tu me corrigeras, tous les lots de Saint-Vincent-de-Paul, c'est qu'on tient beaucoup à la qualité du logement et avec un confort et une attention toute particulière pour le confort d'hiver, mais le confort d'été donc, et la luminosité des logements, parce qu'on trouve que voilà, c'est comme ça aussi qu'on prend en considération la santé, c'est aussi dans la forme de l'aménagement urbain et de l'architecture. Enfin, il y a un rôle important qui peut être joué là-dessus. Alors, balcon, pas balcon, on a quand même essayé de le faire sur quasiment tous les logements du quartier. Donc, on ne voit pas pourquoi le bâtiment Lepage échapperait à la règle, bien au contraire. Et puis, après, oui, il y en a qui donneront sur la rue Boissonnade, d'autres qui donneront sur le quartier. La répartition à l'intérieur de l'immeuble, eh bien là aussi, c'est à définir parce qu'en fait, on n'a pas encore l'architecte sur ce bâtiment. Et c'est justement, lorsque vous serez retenu, eh bien, en fait, vous allez travailler. Donc, du coup, voilà, vous allez un peu bosser avec l'architecte et avec Paris Habitat qui sera votre copropriétaire préféré. Voilà. Et l'idée aussi, c'est que sur un même palier, vous aurez des logements en BRS, des logements sociaux. Voilà. Et encore une fois, c'est la même chose dans tous les autres lots du quartier. Et ça, on y tient particulièrement. Alors, bon, dans la vie, on n'est pas obligé d'aimer son voisin, hein, ça c'est sûr. Il faut quand même qu'on se supporte, mais du coup, on se dit qu'on va aussi construire, enfin, on cherche aussi des gens qui sont motivés pour construire des choses positives avec leurs voisins. Et en premier lieu, ça commencera par imaginer et construire le bâtiment. Balcon, taille des fenêtres, traversant, pas traversant, le nombre de chambres, la taille de la cuisine, la taille de la... Bref, voilà. Ok. Adeline, vous souhaitez compléter? Adeline, je ne sais pas si pourtant il y a le micro qui est activé. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de réponses qui ont été données. Appartement traversant ou pas? Peut-on demander un logement à l'intérieur ou pas? L'exposition de l'immeuble, y a-t-il un balcon? On y a répondu. Donc voilà. Alors, je vais revenir au... Ah si, il y avait une question, mais on va attendre qu'Adeline puisse se reconnecter. Il y avait une question sur le long. Donc, on y répondra juste après. Alors, je vais prendre des questions sur Facebook. On a le Facebook Live en même temps, donc je vais poser quelques questions de Facebook qui n'ont pas été posées. Est-il possible d'écrire une lettre de motivation pour proposer des idées sur l'aspect participatif? Karine Petit. Ah bah oui,
Alors attention, hein, voilà, enfin, je pense pareil, quand je dis on, hein, parce que quand même, vous dire que je ne suis pas du tout la seule à décider, hein, du coup, voilà, on est vraiment toujours un collectif. Il y a l'aménageur, le bailleur, voilà, la ville, etc. Vous savez qu'on se donne pour objectif quand même avec l'aménageur, avec l'ensemble des bailleurs et des futurs promoteurs, parce qu'il y a quand même 2 petits promoteurs dans le quartier, mais qui apportent beaucoup de sens au terme de promotion immobilière. Et donc, on se fixe l'objectif qu'avant la remise des clés des logements, vous soyez presque la moitié des futurs habitants du quartier à vous connaître, en fait, parce que vous aurez déjà travaillé ensemble sur plein de choses. Et voilà, sur les espaces publics qu'on va aménager, etc. Donc, la lettre de motivation, c'est pas un CV, mais c'est pour montrer ben, voilà, comment vous concevez votre engagement, votre vie de voisin et un engagement au sein peut-être du quartier et, voilà, et à l'échelle d'un immeuble. C'est tout ça. Et puis, comment vous pensez-vous par rapport à votre vie que vous pouvez apporter une valeur ajoutée à tout ça? Voilà, donc c'est quelque chose de très simple, mais on vous laisse faire. Voilà, on vous laisse faire, voilà, pour cette lettre de motivation. Très bien. Alors, donc si je continue sur sur les questions posées sur Facebook, si on prend les choses relatives à l'argent, quand commencerait le paiement du logement, en 2021 ou en 2025? Sidonie, peut-être? Oui, bah oui, bien sûr. Alors, pas en 2021, ça c'est sûr, puisqu'en fait, le projet est à imaginer, hein, comme le disait Karine Petit encore tout à l'heure. Donc, pas en 2021, ça c'est une certitude. En fait, les premiers, on va dire, appels de fonds se feront au moment où le bâtiment commencera à être construit. Donc, concrètement, je pense 2023, hein, concrètement, ça laisse encore 2 ans pour conforter sa situation et surtout sa trésorerie, entre guillemets. Voilà, le couteau n'est pas tout de suite sous la gorge. Très bien. Alors, toujours sur Facebook, sur les questions relatives au projet, enfin au bâtiment, au projet, il y avait une question sur combien d'étages prévus sur le page, si on peut le redire, même si on l'a dit. Le syndic sera-t-il également dans une dynamique de développement durable? Et une troisième, pourra-t-on louer un local commercial dans le nouveau quartier? Alors, je ne sais pas si Adeline nous a retrouvé son son. Hop, on réessaye. Adeline? Non, ça ne marche toujours pas. Alors, est-ce que l'un d'entre vous peut répondre à ces questions? Ou pas? Bon, on va attendre peut-être de retrouver. Claire, peut-être, est-ce qu'on peut répondre parce qu'il y a une personne, Jonathan Mariette, qui dit qu'en téléchargeant sa candidature, on n'a pas demandé la lettre de motivation. Alors, c'est peut-être dans la dernière étape de la candidature. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a vraiment 2 phases, on va dire, dans la candidature. Il y a toute la première phase que j'ai vraiment exposée sur le fait de déposer son dossier complet, toutes les pièces jointes, télécharger la charte de la participation et de la retourner signée. On va compléter avec la simulation financière. On viendra ensuite, du coup, coter les dossiers, hein, donc les classer. La commission on va venir coter les dossiers et donc on va déjà faire émerger de façon vraiment objective, anonyme, je tiens aussi à le préciser, et de façon équivalente par des pondérations de points, l'ensemble des dossiers. Et une fois qu'on aura retenu, on va dire 115 dossiers, hein, ça figure vraiment explicitement dans le règlement, tout ce que je vous dis est rendu public. On va ensuite revenir vers ces 115 présélectionnés, hein, d'accord? Alors pourquoi 115? Parce qu'on se fixe comme objectif de retenir environ 5 candidats par logement, et comme il y a 23 logements, on arrive à un premier périmètre de ménage présélectionné déjà sur la base vraiment des critères dont je parlais tout à l'heure et du formulaire. Et ensuite, ces fameux 115, on va prendre leur attache. Et c'est à cela qu'on va venir demander des éléments de motivation
d'engagement à participer au projet participatif et cet élément qualitatif viendra compléter le dossier objectivé et anonymisé du ménage et on viendra porter l'ensemble de ces éléments à la commission de sélection finalement. Donc il y a quand même 2 temps dans le processus. Cet élément de motivation, vous avez un moment supplémentaire pour le constituer et réfléchir. Voilà. Ok. Ensuite, il y avait un certain nombre de questions sur la transmission de ces logements. Après 99 ans, que devient le logement? Est-ce qu'on peut le transmettre aux enfants? Comment on le transmet à nos enfants? Je veux bien répondre à cette question de la succession. D'abord, si vous achetez à 30 ans et que, enfin, il est probable que vous décédiez avant d'avoir atteint les 99 ans. Donc, à ce moment-là, ça pose effectivement la question de la succession. Et à ce moment-là, il y a 2 possibilités. Une première possibilité qui est que vos héritiers soient en dessous des plafonds de ressources, enfin que votre héritier soit en dessous des plafonds de ressources. À ce moment-là, eh ben, il peut habiter dedans, il n'y a pas de problème. Soit il est au-dessus des plafonds de ressources et à ce moment-là, il doit le vendre et il le vend au prix qui a été le prix d'acquisition du logement revalorisé tel qu'on l'a décrit tout à l'heure, puisqu'il y a un indice en fonction duquel on le revalorise par rapport à son prix initial. Et oui, j'ai oublié de le dire, si on est dans le premier cas, donc si l'héritier est en dessous des plafonds de ressources, au moment de la succession, le bail se recharge, c'est-à-dire qu'il repart pour 99 ans. On repart à zéro, on remet le compteur à zéro, ce qui est évidemment très positif parce que du coup, ça permet à l'héritier de se projeter lui aussi à l'échelle d'une vie. Ok. Une autre question. En cas de revente, le bien peut-il perdre de la valeur? Et il y avait des questions aussi, à partir de combien de temps peut-on revendre son bien? En fait, Sidonie là-dessus, mais après, non, il ne peut pas perdre de la valeur puisque ce sera, il le revend au prix auquel il l'a acheté, revalorisé. Mais vas-y, Sidonie. Et dans l'autre sens, je complète juste la question, est-ce qu'il est possible de faire une plus-value à la revente? Il y avait une question aussi. Sidonie, là-dessus. Ouais. Alors non, effectivement, le logement ne perdra pas de valeur, comme ça vient d'être dit. Et alors, plus-value, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, il y a quand même de toute façon, le prix de revente, le socle, c'est le prix d'acquisition qui sera en plus majoré donc d'une indexation qui est basée, pour être tout à fait honnête, sur l'indice des coûts de la construction, donc qui est un indice assez dynamique concrètement et qui peut permettre, on a fait des calculs à titre vraiment d'exemple, quelqu'un qui achèterait aujourd'hui un logement en bail réel solidaire d'environ 300 000 € pourrait faire en gros une indexation d'environ 40 000 € s'il décidait de le revendre 10 ans plus tard. Donc, ce n'est pas une plus-value en tant que telle, mais ceci dit, ça reste quand même une différence financière quand même notable, sachant qu'on est quand même dans un dispositif contrôlé par des plafonds qui sont édités. Donc, l'idée, on ne fait pas ça non plus pour faire de la plus-value. Ce n'est pas le sens du dispositif. Et enfin, il n'y a pas de minimum d'années de résidence avant de pouvoir revendre son logement. Rien n'est fixé en la matière, mais l'objectif, c'est quand même que les gens, je le disais, puissent acquérir ces logements dans l'idée de s'installer, vivre à Paris, travailler à Paris, y faire une vie familiale ou pas, mais en tout cas quand même un parcours résidentiel et pas simplement une opportunité très court-termiste non plus. Ok, merci. Alors, il y avait pas mal de questions. On y a en partie répondu, mais il y a d'autres questions qui sont arrivées sur le montant au mètre carré. Est-ce qu'on peut avoir une petite précision là-dessus? Oui. Alors, tout à l'heure, dans le PowerPoint, on a vu rapidement un tableau, donc je ne sais pas si on peut le remontrer ou pas. Sinon, je peux quand même vous en parler.
Donc, on a fait l'exercice de faire un peu une capacité constructive pour des T2, des T3, des T4, des T5, avec des fourchettes de surface, hein, puisque les logements restent vraiment à dessiner et à fixer. En tout cas, voilà, on sait en gros qu'en moyenne, un T2, on se dit qu'il peut faire entre 47 et 50 mètres carrés. Donc mécaniquement, le prix se fait, hein, puisque je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a des plafonds de prix de vente. Donc la loi indique quels sont les prix maximum de vente, hein, auxquels du coup on se réfère. Et donc on a donc à 4 906 € hors taxe du mètre carré, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc quand on fait la multiplication, hein, je vous laisse pas la faire, je vous donne le résultat. Pour un T2 de 47 mètres carrés, on arrive à un prix de vente moyen TTC, donc avec la TVA à 5,5 de 238 000 €. Je prends un autre exemple d'un T4, un grand T4 par exemple, de 77 mètres carrés. Le prix d'acquisition pour le ménage serait de 379 000 € environ. Tous ces éléments, vous les retrouverez dans le règlement, hein, qui est téléchargeable sur notre site internet. Merci pour cette précision. Je viens de voir une question pour savoir si Madame la maire du 14e peut se porter caution pour les prêts immobiliers. Donc, je pense que la réponse est non, mais Ah bah non, merci de me confirmer. Ah pardon, je vous ai spolié. Désolée. Oui, bien sûr, la réponse est bien. Voilà. Voilà. Si vous saviez. Donc voilà. Excusez-moi, je viens de la voir là, donc je ne pouvais pas m'empêcher de la poser. Alors, il y avait un certain nombre de questions sur les… Non, mais par contre, Claire, quand même, sérieusement, j'ai essayé de répondre sérieusement à la question dans le chat, Oui, en disant que la ville, elle ne se portait pas caution des prêts, des emprunts pour les prêts personnels des logements, mais sa garantie et que son apport, quand même, c'est Yann qui le dirait mieux que moi, c'est que la ville, elle est propriétaire du foncier. Donc, c'est sa manière d'apporter en termes de contribution publique, de deniers publics, on va dire. Voilà. Très bien. Qui est importante quand même. Monsieur Brossat, vous voulez compléter sur cet aspect? Pas du tout, mais je voulais bien répondre à une autre question. Allez-y, je vous en prie. Quelqu'un demandait si on a une date pour les autres projets. Oui, on aura des projets à horizon fin 2021, début 2022 notamment. Alors, c'est pas dans le 14e. Mais enfin, en tout cas, il y a d'ores et déjà 2 projets qui sont lancés dans le 19e et le 20e. Dans le 19e, c'est rue Repval à Belleville. Et dans le 20e, c'est rue de Bagnolet, je crois, à l'angle de la rue de Bagnolet et de la rue de Ménilmontant, de mémoire, dans un projet qui est un projet à moitié privé porté par un promoteur qui s'appelle Cogedi, mais sur lequel il y aura une part en logement en BRS. Voilà. Ok, très bien, merci. Alors, il y avait beaucoup de questions aussi sur les mètres carrés réservés aux communs, sur le dispositif participatif et le syndic de copropriété. Est-ce qu'il y aura un syndic de copropriété après le dispositif participatif mis en place? Quels sont les mètres carrés réservés aux communs dans ce bâtiment? Est-ce qu'on peut avoir des éléments de réponse sur ces questions? Ouais. Alors sur la répartition entre les espaces communs et les logements, par nature, comme c'est un projet qui est à faire, je le répète, la répartition n'est pas fixée à ce jour. Et donc voilà. Donc concrètement, on sait à peu près dire que il est possible qu'il y ait notamment une salle commune d'environ 60 mètres carrés. Ça, c'est vraiment une pré-faisabilité qui a été faite avant même que le bâtiment soit démoli et de ce que les architectes auront déjà pu un peu projeter. Mais ça reste à écrire, vraiment. Il y a potentiellement une toiture terrasse, il faudra en définir les usages. Voilà, donc il y a des choses qui sont un peu en gabarit, on va dire, qui se dessinent et qui seront livrées aux ménages qui seront sélectionnés, hein, pour les aider à réfléchir et avec la maîtrise d'ouvrage professionnelle, j'insiste, de Paris Habitat, et ils participeront avec Paris Habitat au choix de l'architecte, du maître d'œuvre. Donc tout ça sera vraiment porté au travail des futurs habitants, hein. Ok, très bien.
Alors, il y a des questions. Alors, je vois une question sur pour savoir si on a un bonus, si on a la main verte. Est-ce que ça fait partie des éléments de candidature, je pense, pour l'aspect participatif? Voilà, c'était plus, je ne suis pas sûre que ça apporte une réponse. Il y avait également des questions sur alors, il y avait une question sur qui a eu l'idée du BRS, qu'on le ou la remercie. Je ne sais pas si qui peut s'il y a une réponse à donner à cette question. Ça a été expérimenté aux États-Unis au départ par Bernie Sanders et ensuite ça a été mis dans la loi par Cécile Duflot dans la loi Allure. Super. Et vous avez 2 personnes à remercier, une en anglais et une en français. Très bien. Et Merci. la main verte, n'étant pas main verte, ça ne peut pas être objectivement un critère unique de sélection. Par contre, Claire, est-ce qu'on peut répondre à la question là, qui vient de passer sur est-ce qu'on peut être candidat? Alors, je ne me souviens plus. Il y avait est-ce qu'on peut être candidat sur peut-on candidater à plusieurs catégories de logements sur ce programme? La réponse est clairement non. Il faut vraiment que vous arriviez à vous projeter le plus justement possible, au sens très juste, très précis, au sens le plus justement possible sur un type de logement sur ce programme. Voilà. Par contre, si vous pouvez être, si la question est est-ce qu'on peut candidater sur d'autres projets dans, par exemple, le quartier Saint-Vincent-de-Paul, sur du locatif intermédiaire ou patati patata, la réponse est oui. Voilà, ça n'enlèvera rien au fait que… voilà. Merci. Il y a une question qui… Oui, allez-y. Si vous voulez compléter. Pardon, je me rends compte qu'on n'a pas répondu à une autre question qui est très importante, celle du syndic. Oui. Effectivement, hein, on est en train de créer une copropriété. Donc, l'idée, là, c'est de devenir propriétaire et copropriétaire. Et c'est quand même pas rien non plus, j'ai envie de dire. Et donc, effectivement, on va mettre en place un régime de copropriété et il va falloir qu'il y ait un syndic, effectivement, qui soit mis en place. Alors, pour ce faire, on est en train de travailler, là encore, avec, on va dire, les bailleurs sociaux parisiens et un projet notamment de création d'un syndic, on va dire, qualitatif. Peut-être que M. Brossat pourrait en dire 2 mots, je me rends compte. Non, vous avez bien répondu. Grave. Ok. Vous voulez compléter, Sidonie, ou c'est bon? Non, c'est bon. D'accord. Alors, il y a une question qui est passée pour toujours dans les modalités de candidature. Si on n'est pas sélectionné sur ce programme, est-ce que ça peut donner des points pour les prochains programmes? Non? Je vois que vous faites non de la tête. Ok. Non, c'est pas comme une liste d'attente pour un logement social. Donc, en fait, il faudra candidater pour chaque projet. Enfin, si vous sélectionnez sur le premier, tant mieux pour vous. Mais sinon, il faudra candidater sur un autre. Mais c'est pas une liste d'attente. C'est pas comme pour une demande HLM. D'accord. Il y avait une question. Oui, quelqu'un voulait compléter, pardon. Non, c'est bon. En cas de difficulté des ménages dans le temps, est-ce qu'il y a un dispositif qui est prévu par la foncière ou la ville de Paris pour accompagner ces ménages pour le remboursement du prêt, j'imagine? Ouais. Alors, concrètement, si vraiment un ménage se retrouve en difficulté du fait d'un accident de la vie, soit économique, familial ou que sais-je, et qu'il a notamment des difficultés à rembourser son prêt auprès de la banque d'une part, mais aussi à acquitter la redevance foncière dont je parlais tout à l'heure à notre encontre. Il y a bien cette charge quand même dont il faut avoir conscience de façon mensuelle et qu'on arrivait vraiment dans des situations d'impayés. Alors clairement, la banque avec qui vous aurez contracté le prêt pourra se retourner vers vous et potentiellement vous mettre en situation d'impayé. Donc vous pouvez malheureusement peut-être vous retrouver dans la situation de devoir vendre votre logement. Dans ces cas-là, nous, on pourra exercer une garantie de rachat. Vous ne perdrez pas la valeur du bien que vous aurez acquis. Ça, c'est une garantie liée du dispositif et c'est une obligation qu'on vous doit.
Très bien, merci. Il y avait 2 demandes de précision sur les syndics qui a été évoquée là. Peut-être qu'on peut repréciser. Est-ce que ce sera un syndic coopératif et est-ce que Paris Habitat pourra jouer le rôle de syndic? Alors, Paris Habitat fera partie de la copropriété parce que, on l'a dit rapidement, c'est un bâtiment où il y aura de l'accession sociale en DRS et puis il y aura ailleurs des logements locatifs sociaux. Donc, clairement, Paris Habitat sera copropriétaire. Après, comme je le disais rapidement, on est en train de travailler à la création d'un syndic social dont Paris Habitat pourra tout à fait être à la manœuvre, mais il est encore un peu tôt pour le dire, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille, donc pour assurer vraiment un rôle de syndic. Après, il y a une chose aussi, je pense, un peu singulière liée à l'aspect participatif du projet qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que du coup, pour faire vivre cet immeuble, l'entretenir en tant que tel, parce qu'il y aura des usages qui seront peut-être moins classiques que dans une copropriété lambda, on pourra sans doute aussi imaginer des modes de gestion un peu différents d'une copropriété classique pour tenter de préserver dans la gestion de l'immeuble quelque chose qui soit plus participatif et solidaire au demeurant. Mais ça, ce sont des choses à écrire sur lesquelles on pourra vous proposer un accompagnement technique en la matière. Super, merci. Il y avait une question sur l'emplacement. Y aura-t-il un emplacement vélo dans ce bâtiment pour les vélos? C'est trop tôt pour le dire ou on le sait déjà? Ce serait quand même très étonnant qu'on n'en fasse pas. Ok, très bien. Donc on va. Ok. Ensuite, alors il y avait des questions sur le projet en général. Je regarde s'il y avait. Ah oui, est-ce que vous pouvez juste repréciser, parce qu'il y a d'autres questions qui sont repassées, sur la candidature. Est-ce qu'il est obligatoire d'habiter à Paris pour candidater? Peut-être que vous pouvez le repréciser, même si ça a déjà été dit. Il y a plusieurs questions qui sont revenues sur ce sujet. Ouais. Donc, non, ce n'est pas une obligation d'habiter Paris. Par contre, nous serons très attentifs aux liens avec Paris, notamment le travail, la profession ou peu importe. Et du coup, le rapprochement domicile-travail. Voilà. Ok, merci. Avant d'arriver sur le projet en général, est-ce qu'il y a un gardien prévu dans l'immeuble, le Page? A priori, non. Alors non, par contre, peut-être, alors pas forcément vu le nombre de logements en fait, mais par contre l'idée c'est que si vous voulez, on essaye de créer un espèce de gestionnaire de quartier, enfin on n'essaye pas d'ailleurs, on va y arriver. C'est une sorte de gestionnaire de quartier avec l'aménageur, Paris Métropole Aménagement, où vous aurez vraiment un aspect de gestion à l'échelle du quartier, à l'échelle de l'immeuble, mais aussi à l'échelle du quartier, et parce que aussi Paris Habitat à un autre immeuble dans le quartier. D'accord? Donc, du coup, le gardien sera mutualisé avec ces 2 immeubles. Très bien. Merci. Alors, Monsieur Brosseil, il a hoché la tête. Alors, 2 questions avant de passer au projet général. On va y arriver. Est-ce que vous pouvez nous redire le prix de la redevance et combien de candidats ont postulé à ce jour pour savoir si on le sait ou pas? Le prix de la redevance, c'est 2,50 € du mètre carré. Et combien de candidats? Plusieurs centaines depuis mardi. Et j'attire quand même votre attention sur le fait que, d'après les premiers retours qu'on a, un certain nombre de gens qui ont postulé ne correspondent pas aux critères. Donc, quand on dit plusieurs centaines, ça peut faire évidemment très peur. La réalité, c'est que assez vite, on s'apercevra que il y en a moins qui sont conformes aux critères. Voilà. Et juste, j'ai une question sur le chat, sur l'adresse dans le 20e arrondissement. Eh bien, c'est à l'angle, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, j'ai cité 2 rues qui ne se croisent pas. C'est à l'angle de la rue des Pyrénées et de la rue de Bagnolet. Voilà. Ok, très bien. Merci pour cette précision. Alors, sur le projet en général, et je laisse Mathilde réactiver le micro d'Adeline qui a retrouvé le son. Est-ce que il y aura, donc il y a plusieurs questions. Est-ce qu'il y aura une cité scolaire dans le quartier Saint-Vincent-de-Paul? Quel commerce y aura-t-il? En termes de mixité, quelles sont les propositions intermédiaires sur le site entre les 23 logements BRS et les logements à 17 000 € le mètre carré?
Et il y avait également une question sur le long. Les logements, y a-t-il des logements en BRS également là-bas? Alors, Yann Brossa, vous voulez répondre ou... Sur le logement, peut-être Yann, il y a une école polyvalente maternelle élémentaire, une crèche. La sectorisation de l'école, elle sera beaucoup plus large que le quartier Saint-Vincent-de-Paul, bien évidemment. Donc, c'est une super nouvelle, l'ouverture d'une école à Paris. Deuxièmement, vous aurez un équipement sportif. C'est le fameux super équipement dont parlait Adeline dans la présentation du quartier. Toutes les informations, on ne va pas tout refaire, mais toutes les informations sont vraiment sur le site de Paris Métropole Aménagement. Bon, voilà, vous avez un collège en traversant le boulevard Raspail ou en traversant la place d'Enfer Rochereau. Il y a 2 collèges, collège, lycée. Bon, il y a tout, on est à Paris, hein, donc de toute façon, il y a tout partout à Paris. Donc, voilà. Et puis, vous avez, alors sur le bâtiment, donc sur le Saint-Vincent-de-Paul, un objectif de construction de 600 logements. 300 logements, en gros, de logements sociaux, c'est-à-dire classiques, quoi, mais à l'intérieur de ces 300 logements, 150 PLAI, et ensuite, vous avez toutes les catégories du logement social. Après, vous avez 30% de logements intermédiaires, d'accord, locatifs, et ensuite, vous avez 20% d'accession à la propriété. L'accession à la propriété, elle est située, à part le Page, elle est située bâtiment Le Long, qui est voisin du bâtiment Le Page dont on parle là, voilà, qui va être un petit peu surélevé, mais qui sera préservé en briques. Et le reste des programmes accession à la propriété, c'est sur la façade d'Enfer, donc le long de l'avenue d'Enfer Rochereau. Ah, bon, là, on est sur des prix à très. Quand la ville n'est pas propriétaire du foncier, ça fait la petite différence. Voilà. Du coup, voilà, c'est ça. Donc, et ce qu'on a demandé à chaque titulaire de lot, notamment sur le long, c'est que, par exemple, sur un même palier, je le redis, vous aurez du logement intermédiaire, du logement social et habitat et humanisme. Et c'est pour ça que nous avons retenu ce titulaire de lot sur le bâtiment Le Long, développe aussi un programme de dissociation foncier bâti, une sorte d'habitat coopératif également. Toutes les informations là aussi sont sur le site de Paris Métropole Aménagement et de ses opérateurs. Et on a décidé aussi, tous ensemble, sur le quartier, eh bien d'harmoniser la sélection des candidatures. Enfin, voilà, pour parler comme ça. Très bien. Alors, est-ce qu'on fait une réponse très, très rapide sur les commerces? Y a-t-il une maison de santé et y aura-t-il des beaux commerciaux locaux associatifs? Voilà, vous retrouverez toutes les informations sur le site de Paris Métropole, mais peut-être en 2 mots sur ces questions-là. En 2 mots, tous les rez-de-chaussée de tous les bâtiments sont en gros des lieux communs. Alors, des locaux d'activité, on les a appelés sur le programme, vous verrez les socles actifs. Donc, c'est des locaux d'activité, des locaux associatifs ou des locaux commerciaux au sens classique. Par contre, la particularité de ce quartier, c'est que l'ensemble de ces plus de 4000 m² de locaux appartiendront à un même propriétaire qui est un propriétaire public, qui est le bailleur RIVP, bailleur aussi de la ville de Paris. Et comme ça nous permettra d'avoir toujours la main, en gros, sur la programmation et les locations de ces locaux actifs. Dedans, vous avez tout, des ateliers, des pépinières, des ressourceries, des commerçants, un boulanger, bref, voilà, en 3 mots. On n'a pas encore retenu la programmation définitive. Bien évidemment, on regarde attentivement si on pourra y faire ou pas une maison de santé à l'intérieur de ces 4000 m². Très bien, merci. Et encore une fois, tout est sur le site de Paris et Métropole Aménagement. Alors, quelqu'un voulait intervenir, je crois, non? Non. Alors, il y avait, donc ça, on a répondu. Alors, il y avait une question en plus sur la transmission des logements. Il est 19h43, donc on va encore, si ça vous va, prendre quelques questions et puis on va vous laisser aller prendre votre repas juste après. Sur la transmission, peut-on transmettre à son enfant le logement même si on ne décède pas, par exemple si on va vivre à la campagne? Bonne question. Bonne question. Je ne pense pas, mais je ne sais pas.
Alors, est-ce que quelqu'un peut… Sidonie, vous savez? Oui. Oui. On revient aux critères fondamentaux du dispositif, qui sont les critères légaux et qui s'imposent à nous. C'est que le logement doit être habité en tant que résidence principale et que pour que le ménage qui l'habite, le ménage qui doit donc l'habiter doit avoir obtenu un agrément de notre part, foncière de la ville de Paris, pour pouvoir signer le bail qui est nécessaire à cette occupation à titre résidence principale. Et pour ce faire, il faut respecter les plafonds de ressources. Donc ça, c'est fondamental. Donc voilà, déjà, ça c'est la chose évidente. Et ensuite, du coup, si la personne ne les respecte pas, non, ce n'est pas possible parce qu'elle ne pourra pas être agréée par notre structure pour occuper le logement. Très bien. Alors, il y a encore quelques questions. On prend les 3 dernières si ça vous va collectivement et n'hésitez pas si vous avez des questions que je n'ai pas vues auxquelles vous voulez absolument répondre. Il y avait la question de si on n'est pas sélectionné pour ce projet en BRS, peut-on postuler avec Habitat et Humanisme dans le cadre du BRS également? Oui. Bien sûr. Et peut-être, vous m'entendez Oui, ou pas? Adeline, on vous entend. Je précise juste le calendrier parce que Corinne a vraiment peur de toutes les questions qui vont arriver sur le long. Donc, effectivement, il y a 25 logements en BRS sur le long, conduits par Habitat et Humanisme. Et donc, le lancement des candidatures, ce sera à l'automne. Voilà, donc on vous préviendra, on fera passer l'information par la mairie du 14e, par notre site internet. Comme le disait Karine, il y a tout sur le blog de Saint-Vincent-de-Paul et sur notre site internet. Voilà, mais c'est à l'automne, ce ne sera pas avant. Donc voilà, on vous prévient dès que ce sera lancé. Parfait. Alors, il y avait encore donc 2 questions. Il a été dit que le prix de vente est indicatif, sachant qu'il s'agit d'une construction neuve. Jusqu'à quelle proportion pourrait-il y avoir un dépassement? Oui, alors les prix sont indicatifs parce que les logements, comme je le disais, n'ont pas été encore dessinés et donc les surfaces ne sont pas encore figées. Voilà. Cela étant, comme il y a un prix de vente qui est normé par le dispositif, j'y reviens, les fameux 4 906 € hors taxe par mètre carré, vous pouvez faire facilement la multiplication entre guillemets de ce que sera du coup un logement pour une fois que les surfaces auront été définies, sachant que la grille que je vous ai montrée et qui figure dans le règlement montre qu'un T2 de fait oscillera entre 47 et 50 mètres carrés, un T3 entre 52 et 60 mètres carrés, 67 mètres carrés, pardon, et on peut aller jusqu'au T5. On a des fourchettes de surface avec des fourchettes de prix en face qui sont la résultante de la multiplication du prix qui est édité par la loi. Ok, très bien, merci pour ces précisions. Alors, je vois qu'il y a encore des questions sur les critères de sélection des ménages choisis au final. Comment fonctionnera la commission? Sera-t-on informé du fonctionnement des critères finaux? On y a déjà répondu en début de réunion. Alors, à moins que vous ayez envie de le refaire très succinctement, les intervenants, sinon, la réunion sera, vous pourrez re-regarder la réunion qui sera mise en lien sur le blog du projet. Enfin voilà, je ne sais pas si vous voulez refaire en 2 mots peut-être pour ceux qui seraient arrivés en retard très très rapidement. Et en dire 2 mots très, très vite. Il y a d'abord, on a dit des critères légaux, ce sont les plafonds de ressources et les critères d'occupation, c'est-à-dire qu'il faut en faire sa résidence principale. Et puis en plus de ces critères légaux, il y a des critères qui ont été définis par nous, par la foncière. L'occupation, c'est-à-dire l'adéquation entre la composition du ménage et la typologie du logement. Le parcours résidentiel, ce que je disais sur le bonus pour des gens qui actuellement vivent en logement social et sont prêts à le quitter. Et puis le lien avec Paris, avec les nuances qui ont été exprimées tout à l'heure. Pas obligé d'habiter à Paris, mais on souhaite qu'il y ait un lien d'une manière ou d'une autre avec Paris qu'il faut être capable d'expliciter. Voilà. Et il y a une cotation, Yann, qui est publique aussi, non? Enfin, voilà. Vous pouvez tout consulter. Il y a effectivement un système de cotation qui est visible sur le site de la foncière.
N'est-ce pas, Sidonie? Ouais. Très bien. Alors, je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'essentiel des questions. Ça n'a pas été exhaustif, mais on a à peu près fait le tour. Alors, comme je vous le disais, il va y avoir, vous pourrez re-regarder cette visioconférence sur le blog du projet Saint-Vincent de Paul. Et on va faire une foire aux questions qui reprendra l'ensemble des questions auxquelles vous aurez accès. Donc, si des fois on n'avait pas répondu à l'une de vos questions, voilà, dans les prochaines semaines, vous pourrez avoir accès à toutes ces réponses. Ouais. Donc voilà, pareil via le blog. Oui. On a déjà aussi une foire aux questions sur notre propre site internet. On a espéré répondre à des questions à la fois sur la candidature et des questions un peu générales sur le dispositif. N'hésitez pas non plus à vous y référer. Voilà. Donc, il y a deux canaux d'information. Et je vous propose, il est 19h50, on s'était donné jusqu'à 19h30. On ne va pas vous retenir collectivement plus longtemps de clôturer la réunion, si vous en êtes d'accord. Karine Petit, Yann Brossat, je vous laisse le soin de clôturer cette réunion. Écoutez, non, nous, vous dire que de toute façon, on est vraiment à disposition côté 14e arrondissement pour répondre à vos questions, à toutes celles qu'on n'aurait pas pu répondre encore ce soir. Mais voilà, on vous souhaite de bien réfléchir à votre candidature et ça n'est pas la forme de propriété classique, c'est une nouvelle forme de propriété. Et voilà, on sera aussi très sérieux pour l'examen de l'ensemble des candidatures et en toute transparence aussi. Donc, du coup, voilà, je tiens vraiment à le dire. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et pour l'ensemble de vos questions et l'intérêt porté par ce projet de politique publique du logement. Je confirme tout ce que dit Karine Petit et votre enthousiasme fait plaisir aussi et ça nous donne envie évidemment de mener à bien ce projet-là et en faire plein d'autres par la suite. Donc, merci beaucoup et bon week-end. Bon week-end et bon courage pour le moment que nous vivons. Voilà, tous. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Claire. Merci, merci Claire. Bonne soirée à tous. Au revoir. J'ai intérêt à me garder de côté l'intégralité de tous les petits papiers.